Bonjour Pouria Amirchahi, vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste chargé de la coopération, de la francophonie, l'aide au développement et de la question des droits de l'homme. Merci d'être notre invité. Ce matin, Martine Aubry a annoncé officiellement qu'elle était candidate aux primaires du Parti Socialiste. Vous la soutenez. Qu'est-ce qui vous fait penser que Martine Aubry a le plus de chances de battre Nicolas Sarkozy qu'un autre candidat aux primaires socialistes? Ils ont tous des qualités, mais Martine Aubry, elle en a deux qui sont très importantes. La première, c'est que elle est l'architecte et l'interprète du projet qu'elle a conçu pendant 2 ans. Et il n'y aura pas dans la campagne présidentielle avec Martine Aubry d'écart entre le candidat d'un côté et le projet de l'autre. On a trop connu ça par le passé. Ça risque d'être le cas si c'est François Hollande, si c'est un autre? Je pense qu'en tout cas, c'est beaucoup plus simple si on choisit tout de suite la personne qui a œuvré au rassemblement de tous les socialistes pour avoir un projet, dont on pourra parler, je suppose, parce qu'elle en est le meilleur interprète. C'est plus facile et ça met tout de suite en dynamique. En gros, on ne perd pas de temps. Et le deuxième argument, la deuxième qualité qui est la sienne, c'est que ça fait maintenant 2 ans et demi qu'elle discute inlassablement avec Europe Écologie Les Verts, avec les composants du Front de gauche, pour régulièrement, et on l'a vu lors des régionales, s'entendre sur des plateformes de gouvernement, régionales à l'époque, communes. Et d'ores et déjà, ce travail a commencé pour ce qui est de la suite. C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà des groupes de travail, de réflexion. Mais ça, d'autres candidats peuvent le faire, évidemment. On pense à François Hollande, Arnaud Montebourg. Il y a beaucoup de candidats d'ailleurs pour ces primaires socialistes. Bien sûr, ils ont la capacité de. Ils ont des qualités, ils ont tous un parcours assez singulier, donc remarquable. Mais puisqu'il faut bien choisir. Ça ne va pas être la guerre des petites phrases? Non, je ne crois pas, parce que d'abord, le projet il a été adopté par tout le monde, à l'unanimité. Il serait donc très compliqué de s'en défaire après l'avoir adopté. Et en plus, il est très ambitieux. C'est le projet de tous les candidats aux primaires. Donc finalement, il n'y aura pratiquement pas de débat alors. Il y aura sans doute un débat sur à la fois comment tenir la barre du pays dans un moment qui est instable de l'autre côté de la Méditerranée, mais instable aussi en Europe. On voit ce qui se passe en Grèce. Et puis il y aura aussi un débat sur, encore une fois, l'attelage le plus solide. Et de ce point de vue, je pense que quand on a été le chef d'orchestre d'un projet, d'un parti et de ses alliés, c'est plus facile. En tout cas, c'est mon sentiment. Ça ne veut pas dire, ça ne disqualifie pas les autres. Vous ne croyez pas aux sondages qui actuellement disent que c'est François Hollande qui est quand même en tête? Non, mais François, il a des qualités. Et si au final les Français choisissent dans la primaire, enfin les Français qui participent aux primaires choisissent François Hollande, c'est très très bien. On sera tous avec lui, ou Ségolène Royal, ou Arnaud Montebourg, ou Manuel Valls. Mais il me semble que dans la période, il faut qu'on soit très 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 vite décidé à mettre en dynamique et à porter la candidate qui nous représentera lors de l'élection présidentielle. Je voudrais vous demander pardon, Pouria Amirchahi, parce que vous êtes, donc, je le disais, secrétaire national du Parti Socialiste chargé des questions de la coopération, de la francophonie, de l'aide au développement et de la question des droits de l'homme. On va parler de l'aide au développement, par exemple. Martine Aubry ou François Hollande ou un autre est élu président de la République. Ça change tout de suite l'aide au développement? Il y a une augmentation très nette? Oui, on a dit qu'au-delà de l'affichage nécessaire des 0,7% du PIB à terme, c'est-à-dire en gros on passerait de 9 milliards à 12 milliards dans l'aide, il faut savoir de quelle aide on parle. En gros, l'aide à la papa, compassionnelle, c'est terminé. Il faut maintenant investir dans des projets qui correspondent aux besoins formulés par les sociétés en mouvement elles-mêmes. On sait très bien de quoi ont besoin les Tunisiens, on sait très bien de quoi ont besoin les Nigériens. Ils le formulent eux-mêmes et en général, ils ont des organisations sociales, démocratiques, politiques pour le formuler. Il y a plusieurs milliards qui ont été donnés aux pays arabes pour assurer leur développement après la révolution arabe. Est-ce que là aussi, il y a un changement de l'attitude de la France si la gauche l'emporte? Oui, parce qu'il faut dépasser, il faut être clair, il faut mettre fin à la France-Afrique et à toutes les ambiguïtés qui ont perduré comme des queues de comète après la décolonisation. Et ça fait 50 ans que ça dure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des projets qui sont fondés sur un rapport d'égalité et qui sont concrets. Par exemple, toute la question de l'approvisionnement énergétique et de la transition énergétique de nos sociétés, étant entendu que ni l'Europe ne peut continuer à se développer comme elle le fait, ni l'Afrique ne peut s'engager sur le même modèle, on peut très bien décider que la gestion commune du bassin méditerranéen soit un projet partagé. On peut très bien décider que l'approvisionnement et de l'Afrique et de l'Europe à partir du solaire, de l'éolien et d'autres ressources soit une grande entreprise commune. Voilà ce qui va changer. Ça nécessite de parler d'égal à égal et de ne pas considérer qu'il y a des civilisations plus avancées que d'autres. Ça veut dire aussi qu'on change notre dialogue avec les dictateurs? Bien sûr. Qu'est-ce qui change, par exemple, dans le bassin méditerranéen? Ça veut dire qu'il faut conditionner les aides et les accords de coopération au respect d'un certain nombre de règles minimum, que ce soit dans le domaine social, environnemental et aussi dans le domaine démocratique. Ce qui n'était pas fait jusque-là. Ça veut dire qu'on cesse de dialoguer avec certains chefs d'État? C'est pas qu'on cesse de dialoguer, on est obligé de discuter avec tous les États. Et vous prenez tous les États du monde,
au sein de l'Assemblée générale de l'ONU, il y a des régimes autoritaires. Prenons l'exemple de la Chine, on discute avec les Chinois. Donc il ne faut pas faire semblant de montrer ses muscles quand il s'agit d'une petite dictature, entre guillemets, et de donner le sentiment de se taire quand il s'agit d'une grande dictature. Donc il faut tout simplement être exigeant et avoir les mêmes critères, pas de poids, deux mesures, et dire nous on discute avec tout le monde, sachant que les coopérations qu'on peut mener ensemble sont fondées sur un objectif, le développement humain, l'émancipation, et donc le développement des services publics, de l'agriculture, de l'alimentation souveraine, etc. Est-ce que le Parti socialiste au pouvoir par le président ferait la même chose en Syrie, par exemple, aujourd'hui ? Je pense qu'on pousserait plus loin pour qu'il y ait une résolution contraignante qui isole le pouvoir en place, Bachar el-Assad en particulier, qui implique l'ensemble de la région parce qu'il y a des forces et des États autour qui ont aussi besoin de stabilité. Et je pense que c'est beaucoup plus productif de s'engager dans un débat qui implique collectivement la communauté internationale plutôt que de donner le sentiment qu'on est simplement des va-t-en-guerre un peu comme par effet de domino d'un pays à l'autre. Qui ne donne pas une très bonne lecture et qui ne donne pas toujours une bonne image. Et par ailleurs, pas beaucoup de résultats. Oui. La flottille, pour Gaza, par exemple, là, Israël s'engage à éviter un bain de sang à nouveau, mais il y a cette situation dramatique du Proche-Orient. Là aussi, il y a un changement ? Oui, le premier changement, c'est que vous avez vu que le Parti socialiste a appelé la France et l'Union européenne à reconnaître l'État palestinien. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous mettez l'État palestinien et l'État israélien, tous les deux légitimes, à dialoguer sur une base d'égalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ça facilite un peu les choses. Ensuite, il y a des situations d'urgence et une situation politique. La situation d'urgence, c'est la situation dramatique à Gaza, où on sait qu'il y a, du fait du blocus en particulier, mais aussi de l'attitude des autorités locales à Gaza, une situation difficile pour la population. Il faut soutenir cette flottille humanitaire, par exemple. Non, mais il faut les comprendre. Pourquoi les organisations humanitaires poussent et font pression auprès du gouvernement israélien, mais aussi auprès de l'ensemble de la communauté internationale, pour qu'on lève le blocus de Gaza et que surtout l'argent qui est destiné au développement de ces territoires-là ne soit pas confisqué par des groupes locaux ou par des circuits dont personne ne maîtrise exactement les tenants et les aboutissants. Donc il s'agit d'aider sérieusement au développement. Ça passera par des aides, ça passera aussi par la démocratie, et ça passera par le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Et vous avez vu que des deux côtés, le camp de la paix commence à grossir, et c'est une bonne nouvelle. Merci d'avoir été notre invité pour Yamir Shahi en cette journée donc d'ouverture des candidatures pour la primaire du Parti socialiste. Vous êtes le secrétaire national du Parti socialiste, chargé notamment de la coopération, des droits de l'homme et de l'aide au développement. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi, merci beaucoup.